Yo yo yo, comment allez-vous? Parce que c'est important de prendre des nouvelles des uns des autres de temps en temps. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des histoires d'horreur. Ça vient pas de Reddit, ça vient pas des abonnés, c'est des histoires sur d'autres sites. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Aucune idée. On s'en fout, nous on est là pour les petits frissons. Pour ça, Haken à ton service. Donc bon, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, qu'en dites-vous? On est parti pour se plonger dans ces histoires qui vont nous empêcher de dormir ce soir. Dans cette première histoire, on va voir ensemble un récit concernant deux personnes. Ils portent le nom de Banner et Griswell. Banner et Griswell faisaient de l'autostop sur une rue déserte. Malheureusement pour eux, personne ne s'arrêtait pour les prendre en autostop. Naturellement, ayant marché toute la journée avec le soleil qui leur tapait dessus, ils étaient fatigués de marcher. La nuit commençait à tomber, du coup ils devaient trouver un endroit où passer la nuit. À un moment donné, sur cette route isolée, il y avait une bâtisse, une vieille maison qui semblait être totalement abandonné. Le jardin était garni d'herbes qui avaient longuement poussé, il n'était pas entretenu, il y avait des petits buissons mal taillés, et la porte d'entrée était également délabrée et légèrement ouverte. À l'intérieur, il y avait un tapis, également en piteux état, qui arpentait le sol. Les deux hommes ont pris possession des lieux, ils ont défait leur sac à dos, ils ont mangé un petit repas, et ils se sont installés sur le sol, prêts à dormir et passer une nuit aussi confortable que possible. Au milieu de la nuit, Griswell a été tiré de son sommeil. Il avait été agité, et en se réveillant, il a constaté que toute la pièce était dans la pénombre et que lui suait à grandes gouttes. Et tout d'un coup, alors qu'il essayait de reprendre ses esprits, il a entendu un bruit étrange. C'était un sifflement assez fort. Juste après avoir entendu ça, Griswold se rend compte que son ami, Banner, est dans la pénombre également et qu'il semble écouter quelque chose. C'est comme si il tendait l'oreille. Griswold remarque qu'il n'est pas dans son état normal, il est dans une sorte de transe. Là, Banner va avoir un comportement très étrange, il va se lever et monter les escaliers qui se tenaient dans la pièce. Et pendant qu'il montait, le son du sifflement grandissait. Griswell voulait appeler son ami, lui dire de revenir, mais il n'arrivait pas à émettre le moindre son. Banner, lui, continuait son ascension de l'escalier, disparaissant totalement dans la noirceur de la pièce. Ses bruits de pas étaient forts, ses bottes tapaient contre le bois de l'escalier, et à un moment donné, plus aucun son ne se faisait entendre. Griswold retenait sa respiration, il était paniqué, il a attendu, encore et encore, et là, quelque chose a brisé le silence. Un cri horrible. La peur qui habitait Griswold ne faisait que grandir. Là, les bruits de pas se sont fait de nouveau entendre, mais cette fois-ci, c'est comme si on descendait l'escalier. Griswold tremblait, il était tétanisé, et il a vu une paire de bottes descendre tranquillement les escaliers. Et là, grâce à la lumière de la pleine lune, il voyait une main qui se tenait à la rampe de l'escalier. Un frisson parcourut l'ensemble du corps de Griswell, qui était toujours assis sur le sol, et son visage devint tout pâle quand il aperçut ce que l'homme qui descendait les escaliers avait dans l'autre main. Il avait une hachette ensanglantée. Mais qu'est-il arrivé à Banner, qui avait monté ces escaliers juste avant? Eh bien, Griswell va en avoir vite la réponse. La main qui tenait la rampe va disparaître dans la pénombre et réapparaître à la lumière quelques secondes plus tard. Mais cette fois-ci, elle tenait quelque chose. C'était la tête de Banner. Il avait été décapité. Ses yeux étaient grands ouverts et sa mâchoire était comme disloquée. On pouvait voir du sang qui coulait de sa bouche et des gouttes qui tombaient et tachaient le sol. Griswell paniqua, il sauta du sol et il s'enfuit de la vieille maison. Il court à l'aveugle à l'extérieur, ne voyant rien du tout de l'extérieur de la maison, et il arrive finalement à s'enfuir sans aucune mauvaise rencontre. Le lendemain matin, à force de courir, il arrive à trouver une station de police. Là-bas, il se confie de tout ce qui lui est arrivé et les policiers l'emmènent pour aller voir ce qu'il se passe réellement dans cette vieille maison. Griswell est tétanisé, il a peur de ce qu'on pourrait retrouver dans cette maison en pleine journée. La police arrive sur les lieux, ils ouvrent la vieille porte et ils tombent devant un spectacle macabre. Sur le sol, là où avait dormi Griswell, il y avait la tête de son ami et en haut des escaliers se trouvait son corps qui était presque coupé en deux. La hachette que Griswell avait vue avait été planté sur le parquet, là, exactement à l'endroit où Griswell avait dormi. La police a retourné à la maison de fond en comble, sans trouver la moindre trace d'être vivant. Conclusion de cette histoire, les amis, qui prend fin ici. Le tueur est parti tranquillement. Nos deux autostoppeurs sont allés dans une maison qui était habitée par un tueur sanguinaire. Alors, j'ai pas forcément bien compris le délire du sifflement, comment ça se fait que Banner, l'autostoppeur qui s'est fait tuer, ait été un peu attiré par ce sifflement. Ça, je sais pas trop, on a qu'à mettre ça sur le coup du paranormal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette maison est habitée par un homme. Et si tu allais dans la maison
comme ça, dans cette maison qui semblait déserte, bah c'est très fort probable que tu n'y passes pas forcément la nuit entière. Pourquoi? Parce que tu te fais soit décapiter, soit couper en deux. Pas cool. Donc quel conseil je pourrais vous donner? N'allez jamais dormir dans une maison qui semble abandonnée. On sait jamais. Cette histoire devrait vous mettre en garde. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça soutient énormément. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Là, t'as 5 secondes pour le faire, c'est un bouton, tac tac, tu cliques, c'est réglé. Et on n'en parle plus, t'es abonné, félicitations, bienvenue à toi. Et maintenant, on passe à l'histoire suivante. Dans cette seconde histoire, on va parler d'une famille qui va emménager dans une maison où il s'est passé de macabres événements. Dans cette maison, tout simplement, il y a eu des meurtres. Et après les meurtres, la maison est restée inoccupée pendant 2 ans. Les journaux locaux ont relaté des événements qui s'y sont passés, ils ont raconté les détails les plus sordides, et dès que des potentiels acheteurs entendaient l'histoire de cette maison, ils décidaient d'en rester bien à l'écart. Et sûrement à raison. Un jour, un couple marié du nom de Monsieur et Madame Griffin sont venus pour visiter la maison. Ils ont décidé de l'acheter parce que la maison était à un très faible prix et que c'était concrètement la maison de leur rêve. Bien sûr, avant de s'y installer, ils ont employé des personnes pour nettoyer la maison de fond en comble pour être sûr qu'il n'y ait vraiment aucune trace de sang à leur emménagement. Parce qu'après les meurtres, elle était vraiment dans un très piteux état. Il y avait des traces de sang sur les murs, les lavabos, les meubles de cuisine, les couteaux de cuisine. Vraiment, c'était très sale. Certaines traces ne disparaissaient pas. Du coup, le couple a dû mettre du papier peint pour masquer justement ces traces. Il y avait toujours une odeur un peu étrange, assez particulière qui envahissait la maison, même si pendant 1 semaine, le couple aérait la maison, ouvrait toutes les fenêtres. Les Griffiths avaient des enfants, et ils ont préféré, encore une fois à raison, ne pas raconter l'histoire de la maison. Vaut mieux, sinon tes enfants iront faire des cauchemars toutes les nuits. Les premiers jours où ils se sont vraiment installés dans la maison, tout se passait au mieux. Les enfants ont fait une petite fête, ils ont invité leurs amis. Les parents, eux, ont fait un peu le tour du voisinage, ils ont sympathisé avec les voisins. Tout se passait réellement au mieux. Une nuit, alors qu'ils étaient prêts à aller dormir, Madame Griffin avait des pensées assez particulières. Elle a demandé à son mari, savais-tu qu'une des mains de Madame Bentley avait été retrouvée dans la cuisine? Le mari, assez surpris, a répondu, ah bon, c'est vrai? Ce à quoi sa femme lui a dit, oui, et ils ont retrouvé un de ses doigts dans la salle à manger. Le mari répond, c'est assez macabre, effectivement, hein, on va pas se mentir. La femme, en regardant un peu les murs, dit, si le tueur avait utilisé un pistolet, ça aurait été moins le bordel. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est vraiment en mettre plein la maison. Et là, le mari va répondre quelque chose d'un peu chelou, il va dire, c'est pas forcément la faute du tueur, c'est la faute de Madame Bentley. Elle n'avait qu'à pas essayer de s'enfuir et ramper comme ça, dans toute la maison, et à étaler du sang partout. La femme répond, oui, mais elle n'aurait pas rampé partout si le tueur ne lui avait pas coupé les jambes. C'est pas faux. Le mari va changer de sujet assez rapidement, il va dire, ok, t'as raison, mais est-ce que tu penses qu'on devrait inviter les sœurs Talbot pour dîner demain soir? La femme n'est pas très motivée face à cette idée, parce qu'elle dit que ces personnes-là, ce sont des commères, et qu'en fait, elle voudrait juste venir dans la maison pour voir si la famille a réussi à enlever toutes les traces de sang. Là, le mari réagit en disant, c'est vrai qu'on a eu du mal à tout nettoyer, en même temps, ce tueur, il a tué Madame Bentley, il ne pouvait pas s'attendre à ce que sa sœur vienne prendre des nouvelles à ce moment-là, du coup il a dû la tuer aussi, il ne pouvait pas prévoir non plus qu'un livreur allait passer et qu'il a vu tout ce qui se passait dans la maison, du coup le tueur a dû aussi le tuer, donc c'est pas étonnant en fait qu'il y ait du sang partout. C'était vraiment un vrai carnage. Madame Griffin se dit, ça me fout le cafard de parler de tout ça, je vais aller prendre un bain. En rigolant, le mari répond, tu vas aller prendre un bain là où le tueur a coupé les jambes de Madame Bentley. Et la femme, un peu agacée, va dire que oui. Monsieur Griffin se dit qu'il va se raser pendant que l'eau du bain coule avant que sa femme ne vienne se détendre. Il est en train de se raser tranquillement, il se regarde dans le miroir et là, il a une sorte de trou de mémoire. Il ne se sent plus du tout lui-même. Il se regarde dans le miroir et il a l'impression en fait d'être à l'extérieur de son corps, comme s'il regardait son corps faire des choses que lui ne contrôlait pas. Silencieusement, il ouvre la porte de la salle de bain, il marche dans le couloir et se dirige vers le grenier. Une fois sur place, il va au fond de la pièce et il y a une petite boîte. Il ouvre la boîte et il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, mais il savait qu'il y avait ce qu'il cherchait, la hache du tueur. Madame Griffin, elle, était dans la salle de bain désormais, elle se regardait dans le miroir, elle coiffait ses cheveux, et elle a aperçu son mari revenir dans la salle de bain, avec les mains en arrière comme s'il cachait quelque chose derrière lui. Il avait une expression de visage très étrange, et sa femme lui a dit « Mon chéri, à quoi tu penses ?» Ce à quoi l'homme va répondre « Je pense que je ferai moins de carnage cette fois-ci. » L'histoire s'arrête ici. Concrètement, on peut penser 2 choses. La première, c'est pas forcément ce à quoi je crois dans cette histoire, c'est qu'il y a une sorte d'esprit maléfique dans la maison qui fait que des personnes dans la maison se font posséder et vont tuer tous ceux qui s'y trouvent. La deuxième théorie, ça c'est ce que je pense, c'est que le mari dans l'histoire, Monsieur Griffiths, est le tueur.
c'était le tueur de la Madame Bentley, là, celle qu'on parle dans l'histoire, celle qui s'est fait assassiner, et du livreur et de la sœur, etc. Et qu'en fait, il a des sortes d'absences, de moments où il est en transe, et qu'en fait, c'est là qu'il devient un tueur sanguinaire. Voilà. Petit twist à la fin. Est-ce que vous l'aviez prévu? Vous me direz ça dans les commentaires, c'est possible. Mais c'était une histoire, ma foi, bien macabrement sympathique. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, ça. Les amis, dernière histoire que je vais vous raconter à la première personne, c'est une histoire dégueulasse. Si vous êtes en train de manger, désolé. Quand j'étais enfant, mon père avait l'habitude de me dire « Si tu tues quelque chose, tu dois le manger ». Je me disais que c'était particulier comme raisonnement, mais mon père était un peu particulier. Je me souviens la première fois où ça s'est passé. J'avais seulement 3 ans et je m'amusais à piétiner des fourmis. Mon père m'a vu faire ça, il m'a crié dessus, il m'a dit « Attrape-les et mange-les ». Je ne voulais pas le faire, j'ai essayé de fuir cette situation, mais je n'ai pas pu. J'ai pleuré. Mon père m'a attrapé, a attrapé les fourmis et me les a fourrées dans la bouche, une par une. Juste après ça, j'ai vomi. Ça s'est reproduit quand j'avais 4 ans. Je m'amusais à retirer les ailes des mouches. Mon père l'a vu. Il m'a dit tu peux les manger maintenant ou plus tard. J'ai commencé à pleurer, mais il a attrapé une mouche et il me l'a fourrée dans la bouche. Pendant des semaines après, j'avais l'impression de sentir la mouche voler dans mon estomac. Quand j'avais 6 ans, je me suis fabriqué un arc et des flèches, avec des bouts de bois. Je m'amusais à tirer dans les buissons, quand un oiseau est passé par là. Sans faire exprès, je l'ai touché. Il est tombé sur le sol à mes pieds. Mon père regardait par la fenêtre et il m'a crié dessus. Il m'a dit « Ramène-le à l'intérieur ». Mon père a enlevé les plumes de l'oiseau, il l'a nettoyé, il l'a cuisiné et il me l'a servi. Ça ressemblait à un petit poulet. Après cela, il m'a dit « Maintenant, mange-le ». J'ai commencé à pleurer. Et mon père ne m'a pas laissé partir tant que je n'avais pas fini mon assiette. Mon père n'était pas si méchant que ça. Pour mon 8e anniversaire, il m'a acheté un animal de compagnie. Un chiot. Quelques mois plus tard, il a décidé de me montrer comment conduire, bien que je sois trop jeune. Quand on est sorti de l'allée de la maison, j'ai entendu un bruit étrange. On est sorti de la voiture et j'ai vu mon petit chiot, écrasé par une des roues de la voiture. Je suis tombé sur mes genoux et j'ai pleuré à chaudes larmes. Mon père m'a dit « Tu connais les règles ». J'ai secoué ma tête, toujours en pleurant, et j'ai crié « Non, 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 non ». Mon père s'est emparé de mon chien mort, mais je me suis enfui. J'ai couru dans la forêt. J'ai passé les 2 jours qui ont suivi, seul, isolé, dans le froid. J'avais faim, j'étais apeuré, mais je ne voulais pas rentrer chez moi. La 3e nuit, j'ai attendu que toutes les lumières de la maison soient éteintes. J'ai grimpé par la fenêtre de la cuisine et je me suis dirigé vers le frigo. Tout d'un coup, la voix de mon père est sortie des ténèbres de la pièce. Il m'a dit « Ton dîner est sur la table ». Il a allumé la lumière et il y avait un plat sur la table à manger. C'était mon chiot, rôti, avec une pomme dans la bouche. J'ai essayé de m'enfuir mais mon père m'a attrapé par le col. Il m'a installé de force sur la chaise. Je n'arrêtais pas de crier et de pleurer. Mais il s'en fichait. Il a pris une fourchette et un couteau et il a découpé mon animal. Il les a mis dans mon assiette et il me l'a fait manger jusqu'à ce que mon estomac me brûle. Quelque chose s'est brisé en moi cette nuit-là. Je ne pouvais plus endurer cette situation plus que ça. De temps en temps, je complotais pour m'enfuir. Un matin, très tôt, juste avant l'aube, je me suis habillé et j'ai fait un sac. J'étais prêt à m'enfuir. Silencieusement, j'ai ouvert la porte de ma chambre et je me suis dirigé discrètement dans le couloir. En haut des escaliers se tenait mon père. Il m'attendait. Il m'a dit « Tu vas quelque part ?» J'ai essayé de le dépasser en courant, mais il m'a stoppé net dans ma course. Je l'ai accidentellement bousculé et il a perdu son équilibre. J'avais l'impression de tout voir au ralenti. J'ai vu mon père tomber dans les escaliers, marche après marche. J'ai essayé de le rattraper, mais je n'ai pas pu. Il est arrivé en bas des escaliers et il ne bougeait plus du tout. J'ai foncé en bas des escaliers pour l'aider, mais c'était d'ores et déjà trop tard. Sa nuque s'était brisée. Ses yeux, encore ouverts, me regardaient. Et j'ai commencé à pleurer, de manière totalement incontrôlable. Je pleurais encore quand j'ai allumé le four et que je suis parti au garage pour aller chercher la hache. L'histoire s'arrête ici les amis. Alors là, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que le père a inculqué une éducation dans la tête de son enfant. Et du coup, même quand il est entre guillemets libéré de tout ça, de ce qui lui cause du malheur, il le fait quand même. Mais bon, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le jeune garçon, il va manger son père. C'est dégueulasse, on est bien d'accord. Ne mangez pas votre famille, ne mangez pas vos amis, c'est dégueulasse. Ça s'appelle du cannibalisme mes chers enfants. Et ça c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. Les amis, on a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. On débriefe de tout ça dans une ambiance beaucoup plus chill, tranquillement. Oh là là, des histoires bien intéressantes ma foi. J'aime encore une fois ces histoires parce qu'elles présentent différents aspects horrifiques. On a du cannibalisme, on a un tueur sanguinaire, on a quelque chose de mystérieux avec cette vieille cabane et l'histoire des autostoppeurs, un esprit, un tueur, on ne sait pas trop, ça c'est chacun est libre de s'en faire son propre avis. Mais c'était des histoires bien sympas. Est-ce que vous allez
manger sereinement votre repas, ce n'est pas sûr. Est-ce que vous allez dormir sur vos deux oreilles? Ce n'est pas sûr non plus. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous kiffez ces petits moments frissons, n'hésitez pas, c'est un bouton qui est juste à côté. Tu cliques dessus, boum, les moments frissons, quand tu les veux, ils sont là directement. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. C'était Ken, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous. À dans une prochaine vidéo, salut!